je n'aurais jamais imaginé que ma vie se déroulerait ainsi. Je suis malheureuse depuis 18 ans, il semble que le confort ne soit pas à l'horizon. Je ne sais même pas exactement comment cela s'est produit. J'étais un célibataire insouciant, puis je me suis marié et je n'étais plus aussi heureux que je l'avais été. Chérie était polie et avenante, je ne dirais pas qu'elle était une reine de beauté. C'était plutôt crucial pour un homme comme moi. Sa gentillesse et son ouverture d'esprit ont facilité les demandes de sortie, et je n'ai pas eu l'impression que l'on me rejetterait. Cela a débouché sur une relation suivie et, 1 an plus tard, nous nous sommes mariés lorsque j'ai décroché un poste permanent à l'usine de pompe. 18 ans plus tard, je suis toujours marié et employé à l'usine de pompe. Nos 2 enfants sont la principale différence avec le passé. J'ai toujours été décontracté. Je n'ai jamais rêvé de diriger des entreprises ou d'être responsable. J'ai pensé en fonction de la théorie, aller de l'avant pour aller de l'avant, peu importe ce que cela signifiait. Ne rien remuer et n'offenser personne. En général, j'étais plutôt excellent dans ce domaine. La plupart du temps, qu'est-ce que je veux dire? En ce qui concerne mon mariage, cependant, je n'ai pas été très efficace. Chérie a vite compris qu'elle pouvait utiliser mon attitude décontractée pour obtenir ce qu'elle voulait. En tant qu'épouse, j'avais peu de griefs à l'encontre de Chérie. Elle gardait la maison propre, cuisinait bien, était généralement amicale surtout les premières années et se tenait bien. Elle n'était pas particulièrement économe, cependant, et a commencé à prendre le contrôle dès qu'elle a su qu'elle pouvait s'en tirer à bon compte. Chaque fois que je réussissais à économiser quelques dollars, Chérie trouvait quelque chose pour les dépenser. J'ai toujours voulu que nous ayons une maison. Nous vivons donc toujours dans une maison louée et nos cartes de crédit sont constamment au maximum. Notre vie familiale n'a pas toujours été facile. À 16 ans, notre fils Dwight a été arrêté 2 fois pour vente de drogue. Une fois de plus, il n'aurait pas pu bénéficier d'une mise à l'épreuve. Gemma, notre fille de 17 ans, était une véritable gothique. Sa mère la soutenait totalement, mais son mode de vie me déconcertait. Les dîners en famille n'avaient jamais lieu. Je ne voyais pratiquement pas mes enfants et je n'avais aucun contact avec eux. Ma femme m'a fait comprendre que je devais me mêler de mes affaires et qu'elle s'occuperait des enfants. Ma relation avec ma femme n'était pas meilleure, comme vous pouvez le supposer. Il y a quelques années, elle a commencé à travailler pour l'une des compagnies d'assurance du quartier. Elle aimait cela, alors j'ai fermé la bouche, même si je ne savais pas trop en quoi consistait son travail. Elle a déclaré qu'elle pouvait dépenser son argent comme elle l'entendait, c'était le sien. Cela signifie que les autres dépenses du ménage, y compris la nourriture, le loyer, l'électricité ou d'autres factures, ne sont pas couvertes. L'argent servait plutôt à payer les visites au salon de coiffure et les achats de vêtements. Sa tenue changeait en même temps que son salaire, qui augmentait régulièrement au fil des ans. J'ai aimé travailler à l'usine pendant toute cette période. J'ai évolué professionnellement et j'ai finalement atteint le niveau de chef monteur. Nous créions des pompes spécialisées pour certains usages plutôt que des pompes de masse. Je devais m'assurer que chaque projet comportait les éléments requis. Même si j'étais heureux et satisfait, ce n'était pas un objectif professionnel exceptionnel. La famille bénéficiait d'une couverture médicale et la rémunération était raisonnable. Il y a environ 5 ans, j'ai commencé à penser que ma femme avait une liaison. Elle ne voyait pas la nécessité de le dissimuler, et il n'a donc pas fallu longtemps pour le confirmer. Je ne l'ai jamais interrogée et j'ai laissé passer toutes les explications bidons habituelles de ses voyages. À quoi bon? Notre vie personnelle a sombré lentement jusqu'à disparaître complètement. Elle ne se plaignait pas. J'ai enfin compris pourquoi elle recevait une augmentation de salaire aussi importante. Il se trouve qu'elle avait une liaison avec Malcolm Hurd, son manager. J'ai commencé à économiser un peu. J'ai également développé un nouveau passe-temps, la sculpture sur bois. J'avais un couteau de poche, mais je ne connaissais pas grand-chose à la sculpture sur bois. Bien que les films et les émissions de télévision les montrent souvent en train de le faire, j'ai vite découvert que les grands sculpteurs sur bois ne portaient souvent pas de couteau de poche. J'ai fini par acheter des outils supplémentaires et des couteaux à sculpter convenables. J'ai commencé à sculpter de petites figurines animales, puis j'ai travaillé sur des projets de plus en plus difficiles. Passer du temps seul dans le sous-sol me détendait et m'enchantait. Je me suis rendu compte que je ressemblais plus à un blanchisseur qu'à un sculpteur. Bien que je ne sois pas sûr de la distinction exacte, le nom de « blanchisseur » me semblait plus approprié. Plus tard, j'ai découvert l'écorce de peuplier. Ma passion pour la sculpture est devenue plus importante. Trouver de l'écorce de bonne qualité semblait être le seul défi.
J'ai fini par trouver une source d'écorce de peuplier dans le Montana. La plupart des sculptures sur écorce de peuplier semblent appartenir à la catégorie des habitations fantaisistes ou des esprits des arbres. J'ai décidé de me concentrer sur l'étude des techniques de construction de maisons. Mes relations avec ma famille ont progressivement disparu à mesure que mon amour pour la sculpture sur écorce s'est approfondi. Mon avenir semblait sombre, et je n'avais ni la volonté ni l'énergie nécessaire pour le changer. Assis dans mon sous-sol, en train de tailler, je me suis accepté comme un vieil homme solitaire en train de mourir. À ce moment-là, je ne me souciais presque plus de rien. C'est alors que j'ai reçu un appel sur mon téléphone. Bonjour. Kurt. Lee Langford? Certainement. Ici Marsha Heard. Votre femme s'occupe de l'assurance habitation Eagle avec mon mari. Nous nous sommes rencontrés, je crois, il y a quelques années à l'occasion d'un événement d'entreprise. Je m'excuse, Madame Heard. Je ne me souviens pas vous avoir croisé. Je n'ai pas assisté à beaucoup de réunions d'entreprise. Normalement, je ne suis pas invité. Pourtant, vous devriez absolument prévoir de visiter l'organisation, car vendredi a lieu la cérémonie de remise des prix. Vous devriez la trouver fascinante. Ce n'est pas très formel. Il suffit d'avoir un costume et une cravate. Je ne crois pas, Madame Heard. D'habitude, ma femme n'est pas très enthousiaste à l'idée que je l'accompagne à ce genre d'activité. Elle semble craindre que je la mette dans l'embarras ou quelque chose du genre. Bien que je vous remercie pour l'invitation, je doute de pouvoir venir. Cela va plus loin qu'une simple invitation, Monsieur Langford. J'estime qu'il est dans votre intérêt d'y assister. J'ai déjà préparé des chaises pour votre femme et vous-même. Ici, elles ont des côtes d'excellente qualité. Nous verrons, mais n'y comptons pas. Vous y arriverez, Monsieur Langford. On se voit vendredi. Ne l'ayant jamais rencontré, cette conversation était étrange. Je n'avais ni l'envie ni l'intérêt d'aller à de telles réunions. Chérie réagirait-elle en arrivant à la maison? La question de savoir si je devais lui faire part de l'appel de Miss Heard m'intriguait. Devrais-je peut-être me procurer une nouvelle cravate? J'ai choisi d'acheter en ligne une nouvelle réserve d'écorce de bois. J'avais encore beaucoup de choses à sculpter. Ma femme est finalement arrivée à la maison après de 8 heures. Comme toujours, j'avais déjà mangé. Je m'excuse d'arriver si tard, ma chérie. L'ouragan du mois dernier a généré beaucoup de demandes pour nous. Tu as préparé quelque chose pour le dîner? Bien sûr. Ton repas a déjà été mangé. Pour le bureau, nous avons commandé une pizza. Madame Heard m'a passé un coup de fil inhabituel aujourd'hui. Elle insiste pour que nous nous présentions tous les deux à une réunion de travail le vendredi soir. Je lui ai dit qu'elle serait probablement là, mais pas moi. Elle a insisté sur le fait que nous devions tous les deux y aller. Je ne voulais pas me disputer avec elle, je n'avais aucune idée de la raison. Essayez de trouver une solution d'ici la fin de la semaine. Pourquoi Miss Heard vous a-t-elle téléphoné? Je n'en suis pas sûr. Assister à l'une des réunions sociales de votre entreprise ne m'intéresse absolument pas. Vous le savez. Il suffit d'y prêter attention. Vu le temps qu'elle passe à vous téléphoner, cela doit être crucial. Peut-être devriez-vous simplement changer d'emploi. C'est peut-être plus simple que de l'embarrasser. Vous savez que c'est elle, et non Malcolm, qui possède la société. N'est-ce pas? Pas exactement. Honnêtement, je m'en fiche et je ne le savais pas. Pourquoi faites-vous une fixation là-dessus? Pourquoi? Vraiment, tu veux savoir? Le fait d'être parmi tous tes collègues me met mal à l'aise et me fait honte, car ils savent ce qu'est notre relation. Je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas tout ce qu'il faut pour me faire jouir. Je suppose que cela ne vous dérange pas. De quoi parlez-vous? Vous dites n'importe quoi. Tous les employés de votre entreprise sont au courant de votre relation avec Malcolm Heard. Chaque fois qu'ils me voient, ils gloussent, sourient ou font des commentaires sarcastiques. Je peux y remédier en les évitant. Je me contente donc de rester en dehors de leur chemin Curtis, vous n'avez aucun sens. Où trouvez-vous ces idées bizarres? Vendredi est votre jour de voyage. C'est le dernier. Acheter des cravates fraîches. Pas oui. L'ignorer, c'est acheter des cravates neuves. Fait fascinant, elle n'a ni nié ni justifié son amitié avec Malcolm Heard. Elle l'a laissé échapper comme ça. Cela n'existe pas si on n'en parle pas. Je n'avais jamais rien dit ou laissé entendre au sujet de sa liaison. Elle n'a eu aucune réaction. Pendant des années,
j'ai évité d'ébranler le bateau, et lorsque je l'ai fait, cela n'a pas semblé changer grand-chose. Elle semblait indifférente au fait que je sois au courant ou non. J'ai compris qu'il me fallait un plan de départ. Je ne pouvais plus supporter cette situation. Je me contenterais de continuer. Il restait 4 jours de préparation. Qu'est-ce que je préparais? Je ne le savais pas. J'avais été le gentil garçon pendant 18 ans. J'avais gaspillé la moitié de ma vie. Le vendredi est arrivé et j'étais prêt. J'avais réfléchi à toutes les possibilités, j'en avais choisi une. Le choix de l'attitude à adopter à l'égard des enfants est devenu le défi le plus difficile à relever. Bien que je pensais qu'ils m'appartenaient, je n'avais aucune relation parentale avec eux. J'avais essayé, mais j'avais échoué. J'avais laissé faire, Chéri avait réussi à les éloigner de moi. Ils n'étaient plus sous ma juridiction. Je ne pouvais leur apporter qu'une aide financière. Chéri a passé un certain temps à vérifier que ma cravate était correctement nouée, je crois que je l'ai vue sourire pendant qu'elle le faisait. Sur le chemin, on m'avait prévenu de ne pas faire de scène ou d'agir d'une manière qui pourrait l'offenser. La soirée serait longue. Cette soirée n'a jamais eu lieu. Il y avait environ 50 ou 60 personnes, et je n'en connaissais aucune. Chéri se détourna précipitamment de moi. Je suis allé au bar ouvert et j'ai pris une bouteille de n'importe quelle bière qu'ils avaient. Je n'avais pas encore terminé ma première bière que j'ai vu des hommes plus jeunes sourire et regarder dans ma direction. En me détournant, j'ai surpris le mot obscène et j'ai entendu des rires. Bonjour, Gary. Gary Jones, c'est moi. Gary Jones, c'est moi. Vous vous appelez Curtis, n'est-ce pas? Son mari est celui de Chéri, dit-il en levant la main. Je lui ai serré la main et j'ai hoché la tête discrètement, vérifiant ainsi mon identité. Pendant quelques brèves secondes, aucun de nous deux ne sut exactement comment entamer la discussion. Depuis combien de temps, Curtis, Chéri et vous avez un mariage ouvert? Bien que j'ai entendu parler de ce genre d'arrangement, je n'ai jamais vraiment rencontré quelqu'un qui vivait vraiment de cette façon. En souriant, il attend une réponse. Il n'agissait pas avec arrogance. Pour lui, c'était une vraie question. J'ai vu un petit groupe de femmes à proximité qui riaient et regardaient dans ma direction. La soirée serait longue si je restais ici. Cela ne faisait même pas 10 minutes que j'étais là. Je me suis tourné vers mon ami, j'ai posé ma bouteille à moitié vide sur le comptoir et je lui ai serré la main une fois de plus. Ce fut un plaisir de rencontrer Gary Jones. Fais en sorte que cette soirée soit géniale. Je me suis retourné et j'ai quitté la structure en silence. J'ai chargé mon pick-up vieux de 10 ans pendant l'heure qui a suivi. Le fait d'avoir passé autant de temps à me préparer me rendait heureux. Mon téléphone portable a sonné alors que je me demandais si je devais ou non prendre le grill George Foreman. Curtis? C'est toi, Curtis? C'est Marcia Hurd. Certainement, je suis là. Comment puis-je vous aider, Madame Hurd? Vous êtes parti. Vous et votre femme êtes arrivés, puis vous avez disparu. Vous avez manqué une partie cruciale de la soirée. Ce n'est pas clair. J'ai raté quoi exactement? Ce soir, à 20 h, mon mari Malcolm a reçu les papiers du divorce, votre femme a également reçu une citation à comparaître. Ils ont tous les deux été licenciés puisque c'est moi qui dirige l'entreprise. J'ai voulu l'exécuter de manière à maximiser leur embarras. Je voulais que vous soyez là pour embarrasser votre femme autant que possible. C'est vraiment incroyable. Je m'excuse, cela m'avait échappé. Je respecte votre ingéniosité. Il y a eu un petit silence, car je n'avais plus rien à dire. Ça va aller, Miss Hurd? Oui. Bien sûr. Pourquoi vouliez-vous savoir? J'essaie juste d'être un peu poli. Merci pour l'appel, alors. Je dois commencer à courir. Je souhaite bonne chance à votre entreprise. Au revoir. Avant qu'elle ne puisse poursuivre la conversation, j'ai raccroché. Un autre trajet m'attendait. Cette nuit s'était révélée bien meilleure que je ne l'avais prévu. J'avais choisi d'emporter le Griff George Foreman. Huntsville était le lieu de résidence de mon frère Stan et de sa femme Barbara. Stan dirigeait sa propre entreprise d'entretien de portails et de portes de garage dans des entrepôts privés. La région comptait plus d'une centaine d'entrepôts, des milliers de portes avaient donc toujours besoin d'être entretenues. Le travail qui l'attendait était plus important que ce qu'il pouvait gérer. Plusieurs grands bâtiments disposaient de leur propre équipe de maintenance. Pour la plupart d'entre eux, cependant,
l'externalisation de la main-d'œuvre s'est avérée plus judicieuse d'un point de vue financier. J'ai emménagé chez mon frère et j'ai immédiatement commencé à travailler. Après 3 semaines de travail avec lui, j'ai commencé à chercher par moi-même. C'était un changement de rythme agréable. J'ai conservé mon ancien téléphone, mais j'ai retiré la carte SIM. Stan m'a remis un téléphone professionnel flambant neuf. Je me suis également mis à la recherche d'un appartement. Je ne voulais pas vivre dans la chambre d'amis très longtemps. Je n'ai pratiquement pas parlé à Chérie ni à personne de la maison. Personne ne savait où me trouver. J'ai fait immatriculer ma Subaru et j'ai obtenu un permis de conduire pour l'Alabama. Tout allait bien dans la vie. Tout fonctionnait parfaitement. À quelques minutes de marche de Stan et Barbara, j'avais un petit appartement. Dans l'une des chambres, j'avais aménagé un espace de sculpture sur bois. J'ai associé le grill George Foreman à une petite friteuse. Bien que je n'ai jamais suivi de régime cétogène, j'ai commencé à surveiller ma consommation de glucides. J'ai perdu 15 livres en 6 mois. Même si mon ancienne vie ne me manquait pas, j'avais l'impression de ne jamais avoir trouvé de solution. Bien que cela ne se soit jamais produit, je m'attendais à ce que quelqu'un vienne me chercher. Personne ne s'est soucié de mon départ. Bien que je sache que je ne leur ai jamais manqué, mon argent leur a peut-être manqué. Il n'y a jamais eu de demande de pension alimentaire ni de document de divorce. J'ai beau m'inquiéter quelques nuits, je me suis vite évanoui. Enfin, un jour, j'ai décidé qu'il était temps. Bienvenue. Curtis, c'est toi. Sa voix ne ressemblait à rien d'autre. En effet. Je voulais juste savoir si vous aviez demandé le divorce. Pourquoi voulez-vous le savoir? Envisagez-vous de vous marier à nouveau? Non, mais je m'en doutais. Je ne veux pas que quelqu'un se mette en travers de ton chemin. Il y eut un silence fugace. Curtis, où êtes-vous en ce moment? Peu importe, n'envisagez jamais de rentrer chez vous. Je ne m'y attendais pas. D'après ce que je sais, les choses sont bien comme elles sont. En ce qui vous concerne, pas si bien, je le crains. Heureusement, vous avez appelé un dimanche. D'habitude, je passe la plus grande partie de la journée à travailler. Je travaille à Waffle House tous les matins et je fais mes courses à Kroger tard dans la soirée. C'est seulement ainsi que je peux payer l'électricité, l'assurance de la voiture et le loyer. Je regrette d'entendre cela. Qu'est-il advenu de votre entreprise? Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai attendu quelques minutes. Les jeunes pourraient-ils aussi vous aider? Ils ont tous les deux l'âge de décrocher un emploi quelconque. Dwight purge une peine de 2 ans dans un centre pour mineurs à Greaterford après avoir été arrêté une fois de plus pour vente de drogue. Gemma est en Californie avec Rocco. Ils ne sont pas d'une grande aide puisque je n'ai jamais trouvé son nom de famille. Chérie, je suis désolé que ça ne marche pas pour toi. Dis-moi si tu décides de divorcer. Comment dois-je m'y prendre? Vous ne téléphonez pas et je ne connais pas votre adresse. J'ai silencieusement appuyé sur la touche « Raccrocher » à ce moment-là. J'ai éteint mon téléphone et bloqué le sien. Je devrais peut-être me procurer un nouveau téléphone portable, peut-être quelque chose de plus intelligent. Un mois de ma nouvelle vie a marqué un tournant. Le centre Von Braun de Huntsville présentait une exposition d'artisanat. Stan et Barbara m'ont vivement conseillé d'y aller. L'une des amies d'enfance de Barbara voulait la rencontrer puisqu'elle participait à l'exposition. Bien que je veuille voir l'exposition, cela ressemblait à une sorte de piège, alors j'ai refusé. Suzy Doyle avait exposé de minuscules figurines en argile, chacune avec une finition noire distinctive et mesurant entre 15 et 20 cm de haut. Ces figurines étaient quelque peu étranges. Bien qu'elles ressemblent à des animaux, elles ne ressemblent à aucune de celles que j'ai déjà vues. Certaines figurines ressemblaient à des pingouins, mais leur tête était celle d'un pélican. Je suis tombé sur des petites figurines de chats dont le visage ressemblait à celui d'un hibou. Elles étaient pour le moins inhabituelles. Après l'introduction, je me suis posé beaucoup de questions. Alors que j'aurais dû être plus fasciné par Suzy personnellement, j'ai fait une erreur en me concentrant davantage sur ses œuvres d'art. Pourquoi sont-elles toutes noires? Les brûlez-vous vous-même? S'agit-il de granulés ou de véritables copeaux de bois? Pourquoi certaines zones sont-elles ternes alors que d'autres brillent? Suzy a pris le temps de répondre à chacune de mes questions, les considérant apparemment comme légitimes. Stan et Barbara souriaient, Barbara semblait rire un peu. Ils se sont excusés et ont continué à visiter l'exposition. Je suis resté derrière pour discuter avec Suzy,
passant plus de temps avec elle qu'avec n'importe quelle autre femme. Nous avons évité de parler de sujets personnels, mais je lui ai demandé si je pouvais lui rendre visite à la maison. Elle était tout à fait ouverte à l'idée. Stan et Barbara sont arrivés une demi-heure plus tard et nous nous sommes arrêtés à Outback pour dîner. Curtis, tu sais que tout ce dont tu as parlé depuis que nous avons quitté le centre de conférence, c'est de Suzy et de ses animaux? Remarque Barbara, qui semble sourire légèrement. Je me suis arrêté une fraction de seconde. Je suppose que oui, ai-je répondu. Je l'apprécie. Ces petits animaux bizarres me plaisaient aussi. Je me sentais à l'aise avec elle. Stan s'est penché sur la table et m'a fixé du regard. Bien, Curtis. Ne laisse rien passer. Je me suis senti un peu gêné, Stan et Barbara l'ont remarqué. Quand je leur ai dit que je la verrais ce week-end-là, ils ont tous deux souri. Il a été facile de trouver Boaz avec le GPS. En revanche, trouver l'emplacement exact de Suzy s'est avéré un peu plus difficile. Il s'agissait simplement d'une campagne, pas d'un ranch ou d'une ferme. À une centaine de mètres de la route, on aperçut la maison, en retrait, avec plus de dépendance que l'on aurait pu s'y attendre. Bien qu'elle ne soit pas délabrée, je ne dirais pas non plus qu'elle est soignée. On pourrait même dire qu'elle avait l'air vivante. Elle était aussi quelque peu isolée. J'ai été accueilli par une accolade et le calme rapide d'un chien qui a compris que je n'étais pas une menace. Inversement, les poules ne semblaient pas s'en préoccuper d'une manière ou d'une autre. La journée a commencé par un café et une discussion tranquille. Elle voulait me montrer ses techniques de travail de l'argile. À une trentaine de mètres derrière la maison, il y avait une petite colline, d'un côté, on pouvait voir l'endroit où elle creusait l'argile. Elle tamisait l'argile à l'aide de plusieurs supports grossièrement construits avec des fonds en treillis métalliques, puis la ramenait à la maison. On s'est vite rendu compte de la manière dont elle gardait son corps en forme. Tirer une brouette chargée d'argile jusqu'à l'atelier sur une route accidentée n'était pas une mince affaire. Quelques heures plus tard, je n'en revenais pas. Ce que la sciure de bois avait à voir avec l'argile n'était pas clair. Elle m'a répondu, ce sera après le déjeuner. Les figurines en céramique étaient cuites avec de la sciure de bois. Elle remplissait un tonneau de 250 litres de figurines en argile verte et de sciure de bois, puis l'allumait. Le feu couvant atteignait le fond du tonneau au bout de quelques jours. À ce moment-là, toutes les figurines avaient été brûlées. Le feu brûlait d'autant plus lentement que la sciure était finement tassée. Nous avons déjeuné de quelques sandwichs, puis nous nous sommes installés sous le porche. Elle sourit et plaça la glacière entre deux grands fauteuils à bascule. Elle a probablement contacté Stan et Barbara avant que j'arrive. La glacière était remplie de bouteilles marron foncé. Nous avons manqué la visite de la scierie, mais nous avons apprécié quelques bouteilles fraîches. Suzy nous a servi des nouilles pour le dîner et je suis resté à boire du café toute la soirée. Non, j'ai quitté la maison en début de soirée. Pour rentrer chez moi, j'avais absolument besoin du GPS. Stan et Barbara semblaient ravis que je passe plus de temps à Boaz. Même si je ne voulais pas vraiment créer des figurines en céramique comme celle de Suzy, la technique m'intriguait et j'aimais étudier comment elle y parvenait. Bien sûr, je n'ai pratiquement pas travaillé sur la sculpture pendant cette période. J'ai travaillé plusieurs jours d'affilée à améliorer la route qui mène de la glaisière à l'atelier. Pour remplacer la brouette, que je trouvais un peu gênante, j'ai également réussi à acquérir un chariot robuste à 2 roues. Dans ces fours à sciure, le contrôle de la vitesse de cuisson se faisait principalement par le réglage du flux d'air. Le processus de combustion était également influencé par la nature et la texture de la sciure accessible. J'ai ralenti le processus de combustion en utilisant une vieille tondeuse à gazon pour déchiqueter la sciure. Suzy a adoré ce que j'ai fait. Les choses se sont enchaînées jusqu'à ce que je passe la nuit à Boaz. Je me suis rapproché de Suzy. Nous parlions déjà d'affaires personnelles. J'essayais de ne pas paraître ingrat en passant soigneusement en revue avec elle ma situation familiale. Elle n'était pas très préoccupée par mon mariage. Sa situation était quelque peu différente. Suzy s'était mariée il y a 30 ans. Il n'avait pas d'enfant. Dave, son mari, venait de prendre sa retraite. Peu de temps après leur déménagement, il a eu une crise cardiaque. Il se trouvait alors derrière leur maison. Il était hors d'état de nuire lorsqu'elle l'a découvert. Sa pension constituait leur seule source de revenus. Les prestations de pension prendraient fin à son décès, si et quand elle s'assurerait ainsi qu'il n'est jamais décédé officiellement. Je suis sûr d'avoir vu une petite larme dans ses yeux lorsqu'elle m'a montré son lieu de repos. Suzy avait gardé sa mort sous silence pendant plus de 3 ans.
L'impôt fédéral sur le revenu posait un problème, mais à l'ère du numérique, il était facilement maîtrisable. Chaque mois, le chèque de pension arrivait et tout le monde était content. L'un des avantages de vivre à Boaz est que personne ne vous dérange. Je restais à Huntsville pendant la semaine et continuais à travailler pour Stan. Le samedi soir, j'étais avec Suzy. Son travail sur la céramique la captivait autant que ma sculpture sur bois. J'utilisais le petit coin de son atelier pour mes sculptures. Je n'avais malheureusement pas beaucoup de temps à y consacrer. Sa maison, où elle avait vécu avec Dave, avait besoin de réparations importantes. Elle avait peu de temps pour sculpter puisqu'elle aidait à l'atelier et nettoyait le terrain. Papa m'a appelé hier de Cala. Stan m'a arrêté avant le début de ma tournée du lundi. Tout va bien? Maman va bien? Bien sûr. Toujours bien. Il m'a téléphoné pour me dire qu'ils avaient reçu une lettre d'un avocat de Pennsylvanie sur votre divorce. Chérie leur a demandé de la faire suivre, car elle n'était pas sûre de l'endroit où l'envoyer. Je lui ai demandé de me la faire parvenir, je veillerai à ce que tu l'obtiennes. Je vais m'assurer que vous l'obteniez. Des nouvelles descendent pour changer, c'est bienvenu. Quelle est votre prochaine action? Je vais simplement le signer et le renvoyer. Peut-être que l'examiner d'abord serait une bonne idée. Sur la base de quoi? Pour l'entreprise, nous avons engagé un conseiller juridique. Je voudrais qu'il y jette un coup d'œil. Comme le divorce était très simple, je l'ai signé et je l'ai rendu. Elle a pris tout ce qu'il y avait et j'ai emporté tout ce que j'avais. Il ne restait plus qu'à attendre 90 jours. Bien qu'elle n'ait pas attiré l'attention sur ce point, Suzy semblait heureuse de l'apprendre. J'ai commencé à me sentir soulagé. Environ 3 mois plus tard, je résidais à plein temps à Boaz. J'ai dû me joindre à la première caravane qui se dirigeait vers Huntsville, même si je travaillais toujours pour Stan. Les habitants des communautés rurales au sud de Huntsville se déplaçaient chaque matin vers le nord, comme des milliers de fourmis. Des milliers de fourmis similaires dévalaient les collines du Tennessee au même moment, pour remettre les choses dans leur contexte. Le marché de l'emploi de Huntsville était en pleine explosion et de nombreuses personnes étaient prêtes à se déplacer pour obtenir un bon salaire. Le matin, les voitures roulaient pare-choc contre pare-choc vers le nord, le soir, elles revenaient. La vie était belle. Je n'étais plus marié et je participais activement à la scène artisanale locale. Suzy tenait à jour un calendrier avec toutes les foires et expositions. Elle se rendait à ces événements au moins une fois par mois pour vendre ses œuvres. Elle a également commencé à les vendre en ligne, après avoir été persuadée de le faire. Le principal problème était que les ventes étaient limitées par les frais de livraison très élevés. Elle avait l'habitude de se plaindre silencieusement d'Amazon. Elle trouvait tout simplement incompréhensible que l'on puisse transporter n'importe quoi pour rien. En général, je restais à l'écart de Suzy lors des réunions de vente. J'avais alors une collection de sculptures en bois tellement importante. J'en gardais la plupart pour moi, j'en avais donné quelques-unes à Stan et Barbara. Je n'ai jamais pensé qu'elles étaient suffisantes pour la vente au détail. J'ai accepté lorsque Suzy m'a demandé si elle pouvait apporter certains objets à son prochain spectacle. J'avais préparé le dîner lorsqu'elle est revenue de son dernier spectacle. Comment cela s'est-il passé, demandai-je. Pas vraiment horrible. J'ai proposé 28 pièces à la vente. Il faudra que j'essaie de stocker la prochaine exposition, a-t-elle répondu. Elle me tend quelques billets. Qu'est-ce que c'est? J'ai compté plus de $500. J'ai acheté vos maisons de fées et j'en ai commandé d'autres. Et, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je n'ai jamais cru que vous les vendriez toutes, je m'attendais à ce que vous en vendiez quelques-unes. Je les ai vendues, c'est fantastique. L'inconvénient, c'est que je les ai vendues beaucoup trop bon marché. Comment l'avez-vous découvert, demandai-je. L'un des types qui en a acheté 2 s'est avéré avoir sa propre exposition au salon. Je les lui ai vendus pour $60, il les a emportés à son stand et les a revendus pour 100. Je me suis senti idiot. Il ne semblait pas valoir autant. Moi non plus, je ne le savais pas. Je ne sais pas si je dois me sentir flatté ou offensé. Dans un cas comme dans l'autre, détendez-vous, pas trop. Vous avez fait un excellent travail. La prochaine fois, je demanderai un prix correct et j'emporterai un supplément. Ce chili sent très bon. Je ferais mieux de passer plus de commandes d'écorce. Les problèmes ont commencé vers la fin du mois d'octobre. J'étais plus haut sur la colline et j'essayais de trouver un moyen de transporter un rondin de cèdre sec jusqu'à la maison pendant que Suzy creusait le trou. Le bois de cèdre serait parfait pour sculpter des oiseaux réconfortants.
Je l'ai entendu avant de le rencontrer. Monsieur Langford, vous n'êtes pas facile à trouver. Il avait l'air de s'être battu pour gravir la colline. Je savais que son poids supplémentaire et sa bedaine de bière n'avaient rien d'avantageux. Mais le gros revolver qu'il tenait dans sa main droite attirait vraiment mon attention. Que puis-je faire pour vous? J'ai cherché dans ma tête quelqu'un qu'il pourrait être. Je n'arrivais pas à le situer, mais il me semblait familier. Tu as déjà dépassé ta juste part. Je vous ai cherché des années auparavant. Vous êtes un peu un fils de pute. Ma femme, mon travail et ma vie ont disparu, tout le monde grâce à toi. C'est alors que je me suis soudain rendu compte qu'il s'agissait d'un ancien amant de ma femme. Il s'agissait d'un ancien amant de ma femme, Malcolm Hurd. Le fait que je n'ai rien eu à voir avec sa chute me laissait perplexe. Je n'étais qu'un spectateur sans intervention. Sa femme avait tout dirigé et exécuté. Au moment où j'essayais de lui expliquer cela, j'ai entendu un bruit sourd et je l'ai vu lâcher le pistolet et se glisser doucement sur le côté. Suzy était derrière lui, brandissant une pelle. Elle m'a regardé, a penché la tête et a murmuré « Oups ». Nous nous sommes assis tous les deux sur une vieille souche de peuplier au bord du chemin. Quelques minutes plus tard, nous avons commencé à nous inquiéter. Tu l'as frappé jusqu'à quel point? Il devrait être là maintenant. Suzy m'a seulement jeté un coup d'œil et a secoué la tête. C'était un peu gênant d'être assis là avec ça. Quelques minutes plus tard, je me suis levé, je me suis penché et j'ai posé ma main sur son cou. Je n'ai pas senti de pouls. J'ai reculé pour m'asseoir sur le tronc. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on est censé faire? Sa voix exprimait plus d'interrogation que d'anxiété. Nous pourrions contacter le shérif et affirmer qu'il s'agit de légitime défense, mais les choses risquent de mal tourner. La réflexion a pris un peu plus de temps. Nous pourrions facilement l'enterrer à côté de Dave et faire comme si rien ne s'était passé. Le sang-froid de Suzy dans cette situation m'a étonné. Bien que ce soit une question étrange, avez-vous conservé les objets personnels et le portefeuille de Dave avant de l'enterrer? Bien sûr. J'ai toujours son alliance, sa montre et son portefeuille à la maison. Pourquoi vouliez-vous savoir? Dave passait-il beaucoup de temps avec les voisins ou les connaissait-il? Pas vraiment. Dave gardait ses distances. Nous ne sommes jamais allés à des fêtes ou quelque chose comme ça, nous n'avons jamais rendu visite à qui que ce soit non plus. Ressemblait-il au moins à Monsieur Hurd? En fait, pourrait-il passer pour Dave? Poids, corpulence et âge similaires. Dave portait des lunettes. Je les ai à la maison avec ses autres affaires. Vous envisagez quoi? Bien que je ne sois pas sûr que cela fonctionne, je pensais que si nous pouvions faire passer cet homme pour votre mari, nous pourrions vous sortir du scénario de la fraude à la pension en obtenant un certificat de décès pour lui. C'est dangereux, en effet. Si quelqu'un l'identifie, que se passera-t-il? Il resta silencieux pendant quelques minutes encore. Je vais aller chercher les affaires de Dave à la maison. Je reviendrai bientôt. J'ai profité de l'absence de Suzy pour évaluer la situation. Le terrain était quelque peu vallonné et irrégulier. Il s'est un peu égratigné et avait du sang à l'arrière de la tête. À l'aide d'une pierre de taille moyenne, j'ai doucement déplacé le corps et réparti autant de sang que possible sur la pierre. Bien que peu abondant, il y avait suffisamment de sang pour suggérer qu'il avait subi une lésion cérébrale. Il semble qu'il ait trébuché par inadvertance. J'ai pris ses clés de voiture, son portefeuille, sa montre, son téléphone et son alliance. Dave avait l'air assez banal pour être difficile à reconnaître avec ses lunettes. Les photos des services des immatriculations ne sont pas toujours très claires. Suzy a contacté le 911. Les ambulanciers ont vérifié qu'il était bien mort. Ils ont appelé le bureau du shérif et les pompes funèbres locales. 10 minutes plus tard, Monsieur Malcolm Hurd était en route pour l'incinération, tandis que Suzy Doyle recevait l'avis de décès de son défunt mari. Suzy m'a suivi ce soir-là alors que je conduisais la voiture de Malcolm à Birmingham. Je l'ai laissée ouverte près du club Kit Kat et j'ai posé son téléphone et son portefeuille sur le siège avant. 2 jours plus tard, les pompes funèbres de David Doyle ont envoyé les certificats de décès. Suzy a arrêté le paiement de la pension et a obtenu $100 000 d'assurance après une visite rapide au siège de la TVA à Chattanooga. Le soir, nous avons fêté l'événement dans un restaurant. La façon dont tout s'est déroulé m'a vraiment surpris. Les ambulanciers, qui savaient ce qu'ils faisaient, ont travaillé rapidement. Le représentant du bureau du shérif était satisfait de la découverte du décès et n'a pas jugé nécessaire de faire appel au coroner.
Les employés des pompes funèbres voulaient simplement que le corps soit enlevé rapidement. Personne n'a même regardé le permis de conduire de l'automobiliste. J'ai laissé Suzy s'occuper de tout et je suis resté en retrait pendant toute la durée de l'enquête. Elle s'est plutôt bien débrouillée. Suzy a dû chercher un autre moyen d'obtenir plus d'argent parce qu'elle avait perdu la pension de Dave. Elle a décidé que m'épouser serait l'approche la plus simple. Je n'ai pas pu refuser. Après tout, elle portait toujours cette méchante pelle.